Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais juste faire quelques mots de conclusion sur le deuxième panel que nous venons d'avoir en anglais. Beaucoup d'idées qui sont sorties de ce panel, particulièrement intéressant pour le cas de la Suisse. Alors, nous avons entendu parler Kimmo Grangville au sujet du cas en Suède. Alors, la Suède a choisi un parcours un peu différent des pays voisins, en particulier des recommandations plutôt que la législation dans les mesures de sécurité, une plus grande liberté, l'économie, les magasins qui sont restés ouverts, mais par conséquent, ils n'ont pas eu les résultats espérés, un taux de mortalité assez élevé, surtout par rapport aux autres pays qui avaient pris soin de fermer leur économie et de protéger leurs citoyens, mais néanmoins, pas d'érosion dans la relation entre le gouvernement et la population, des mesures de sécurité un petit peu plus sévères dans cette deuxième vague en automne. Donc, j'ai l'impression que le cas de la Suède démontre une certaine différence d'approche dans cette deuxième vague. Donc, disons, un apprentissage par rapport à certaines erreurs qui peut-être auraient été commises la première fois. Dans le deuxième panel, nous avons entendu parler à Mitchell Belfer au sujet du cas du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Alors, peut-être un point de vue intéressant en parlant des pays du Golfe, le GCC. Il a expliqué que ces pays-là avaient vraiment pour une fois priorisé leur population à des mesures de sécurité assez significatives, un rendement à la population par rapport à un investissement dans les soins sanitaires, mais aussi des mesures pour assister les personnes qui avaient perdu par rapport aux démarches économiques de fermeture du pays. Donc, un exposé un petit peu plus positif pour le Golfe, mais évidemment pour les pays en en conflit, comme on pourrait imaginer, énormément de problèmes et comme le Covid n'est pas une priorité pour ces pays-là, parfois aucune mesure de sécurité et d'ailleurs aucune information sur comment le Covid aurait impacté les citoyens dans les pays comme la Syrie ou la Libye. Enfin, Jacob Parakilas nous a parlé du cas des États-Unis. Dans le cas des États-Unis, évidemment, beaucoup de difficultés à comprendre comment tout s'est passé aussi mal. Jacob Parakilas nous a dit que c'est une question de leadership, en particulier de division politique, un manque d'approche de politique importante pour des mesures de sécurité. Et donc, on aurait pu imaginer une érosion de la confiance dans le gouvernement, mais non. Les élections qui ont eu lieu au mois de novembre nous démontrent le contraire. Donald Trump, qui était le leader pendant cette crise sanitaire, a néanmoins reçu énormément de votes, le deuxième montant de vote le plus élevé dans l'histoire des États-Unis. Alors, pour conclure, cette épidémie nous a démontré pas mal de problèmes dans la société, des problèmes qui étaient déjà existants, mais aujourd'hui sont beaucoup plus élevés et beaucoup plus mis en évidence. Nous avons parlé d'un problème de discipline. Alors, dans le cas de la Suisse, ce matin, nous avons dit qu'il y avait beaucoup plus de discipline lors de la première vague, que les citoyens ont bien réagi. Dans le cas de la Suède, la même chose a été remarquée. Par contre, tout à fait le contraire dans le cas des États-Unis et je dirais aussi pour beaucoup de pays européens où les citoyens n'ont pas eu envie de suivre les mesures de sécurité. Et d'ailleurs, on a vu le ministre de Santé en Belgique cette semaine annoncer que ces mesures de fermeture avaient été nécessaires pour donner, comme il disait, une leçon aux citoyens. Donc, un point de vue différent peut-être que celui de la Suisse. La discipline étant une question, la confiance dans le gouvernement une deuxième, et évidemment, cette question de communication reste essentielle pour expliquer aux citoyens ce qu'ils doivent faire, pour que les citoyens puissent s'adapter aux mesures de sécurité et de sanitaire qui sont changeants en fonction des informations et de la situation qui varient. Et j'espère que ces différents points de vue auraient apporté une vision un petit peu différente pour la population suisse, pour l'international. Il est important de regarder en dehors de nos frontières, y compris dans nos frontières, pour comprendre ce que font d'autres politiciens, d'autres personnes responsables de prendre des mesures de sécurité
pour leur population. Et évidemment, il n'y a pas seulement une mesure possible, vu que chaque pays fait face à des situations différentes. Merci beaucoup pour votre attention. Et Alexandre, à toi. Alors, merci beaucoup, Caroline. Tout a déjà été dit en termes de conclusion, donc je ne veux pas rajouter des conclusions aux conclusions qui ont déjà été présentées. Moi, je rappelle peut-être juste le but, la raison d'être de cette discussion ou de cette conférence, qui était à l'origine dans le cadre du Centre d'histoire et de prospective militaire, il y a une trentaine d'années, de se réunir et d'avoir un vrai forum de discussion. On pourrait parler d'un atelier, et je pense que c'est cela que nous avons réussi à faire, même si le contact physique, même si on n'est pas autour d'une table et d'une assiette. Alors, dans les circonstances actuelles, je pense qu'on a quand même rempli cet objectif. On a appris les uns des autres. On a pu se challenger soi-même, parce que quand on est tous les jours confronté à une situation particulière, et je pense que c'est pas seulement les décideurs qui ont été confrontés ces derniers mois à devoir prendre des décisions, à devoir assumer des responsabilités. Mais je pense que même des personnes qui jusqu'ici avaient été finalement peu sollicitées ou peu interrogées sur des décisions politiques, sur des choix économiques, eh bien, finalement, une large part de la population s'est interrogée et a dû prendre des décisions, a dû agir d'une manière ou d'une autre. Et je pense que la possibilité que nous avons offerte de quelque part mettre le curseur sur pause, de devoir se préparer, mettre ses idées en ordre et échanger ses idées, et pourquoi pas répondre à quelques questions, pas pour se défendre, mais pour partager dans le sens le plus vertueux du terme. Je pense que les objectifs qui étaient fixés ce matin pour ce forum de prospective du Centre d'histoire et de prospective militaire, avec tous les partenaires qui nous ont aidés à le mener à bien, bien cet objectif est rempli. Je médite sur quelques points qui ont été évoqués et qui me semblent utiles au-delà de ce forum, au-delà de cette journée. Je pense qu'il y a certaines idées que l'on peut méditer et garder avec nous. La première, c'est un mot qui a été prononcé par mon chef, le conseiller d'État Poggia, dans les tout premiers jours de la crise, où il a dit la chose suivante: une crise, elle est révélatrice des personnalités. Et on l'a entendu dans le second panel aujourd'hui, une crise, elle est révélatrice des forces et des faiblesses d'une économie, d'un pays, d'un leadership, etc. Et je pense que au bout de quelques mois d'expérience, on peut voir que les gens qui étaient nerveux avant la crise sont encore plus nerveux pendant la crise. Les gens qui sont passifs et fatalistes sont encore plus fatalistes durant la crise. Donc cela est vrai pour l'échelle individuelle, et je pense que même à l'échelle de certains pays, certaines caractéristiques ou certaines qualités de leur système, que ce soit la concertation, que ce soit la prise de décision rapide, que ce soit la possibilité d'injecter du capital rapidement, que ce soit des changements socio-économiques ou politiques qui étaient en cours, qui étaient sous-jacents, finalement on est face on a assisté ces derniers mois à une accélération, à un révélateur, si vous voulez, de toutes ces réalités-là. On a parlé beaucoup de fake news, on a parlé de confiance, on a parlé de théorie de la conspiration. Et moi, je trouve toujours cela extrêmement intéressant. Aujourd'hui, ce n'est plus de l'ordre de l'anecdote. Lorsque vous avez une telle polarisation dans l'opinion publique, alors évidemment, on va me poser la question, c'est quoi l'opinion publique? Mais je pense que tout le monde peut comprendre cela d'une manière ou d'une autre. Les décisions qui sont prises aujourd'hui doivent convaincre, doivent obtenir vraiment l'acceptation de la population, d'une large majorité de la population, d'une large base.
Donc finalement, la politique n'est pas morte. Pour ceux qui pensaient avoir enterré cela, la politique, ça reste la manière d'intéresser les gens et de responsabiliser les gens face à des choix, face à des défis qui sont des défis sociétaux, des défis majeurs. Une autre chose, lorsqu'on parle de crise, on a l'impression que cette crise va créer un avant-Covid et puis un après-Covid. Un avant 2019 ou un avant 2020 et puis un après ou un à partir de 2020. Alors, je suis critique par rapport à cela en tant qu'historien. J'ai le devoir d'être critique parce que, en fait, je ne sais pas comment dans 20 ans ou dans 30 ans ou dans 50 ans on mesurera ou on parlera de l'année 2020 et on sera peut-être surpris puisque aujourd'hui on est quand même bombardé d'informations et on est rivé et focalisé sur ces sujets-là, mais on sera peut-être surpris dans les prochaines années de découvrir que finalement il y a d'autres enjeux qui étaient tout aussi importants ou sous-jacents ou qui n'étaient pas perceptibles. Donc finalement on n'en sait rien de cette importance relative de la crise du Covid. Et je prends pour cela une conversation que j'ai eue avec un ambassadeur il y a quelques mois en arrière. C'était une discussion très légère à table. Et lors de cette discussion, la question a été posée. Comment est-ce que les pays comment est-ce que les gouvernements vont changer ou non leur politique étrangère, comment est-ce que les relations internationales vont évoluer avec cette situation de Covid. Et bien sûr, différentes positions se sont exprimées autour de la table. Et un ambassadeur en particulier a dit, mais il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a cette possibilité-là, que les intérêts finalement soient des choses relativement constantes et que finalement on découvre que oui, on accélère, on donne peut-être un coup d'accélérateur à certaines, mais finalement on se rend compte que les positions sont restées relativement similaires par rapport à avant le Covid. J'aimerais aussi réfléchir un petit peu sur cette notion de résilience. Je sais que dans ce forum sur les questions de prospective au CHPM ces dernières années, on a beaucoup parlé de cette terminologie de la résilience et je pense qu'on revient toujours à ces éléments fondamentaux. La résilience, c'est la possibilité ou la capacité à revenir à un état normal. Donc on est aujourd'hui au cœur de cette discussion spécifique sur cette notion de résilience. Et puis, je ne vais pas refaire les derniers prospective forums de ces 3 dernières années, mais rappeler simplement qu'une planification, une gestion des risques, enfin tout ceci est nécessaire. On a parlé ce matin de leadership, de l'importance du leadership et puis de la confiance dans le leadership. Et puis on a rappelé également la nécessité de s'exercer régulièrement parce que si on doit apprendre en même temps que gérer des situations antécédentes et en même temps devoir faire face à des situations nouvelles, je crois qu'on se fixe quand même des objectifs qui sont déraisonnables. Donc il faut faire en sorte de régler le maximum de problèmes précédents ou peut-être faire une trêve avec ces problèmes-là. Deuxièmement, il faut effectivement avoir des organisations solides qui ont réfléchi à ces questions-là et qui ont quand même les bases nécessaires pour pouvoir agir de manière efficace. Un de nos intervenants a dit ce matin, on part au combat avec ce que l'on a, pas avec ce que l'on aimerait avoir. Je crois que ça, c'est une des leçons des années 1930. C'est aussi une leçon certainement des années 2000. Et je pense qu'à partir de maintenant, on ne lira plus les rapports de santé publique, les rapports de politique étrangère, les rapports de politique de sécurité, tout à fait de la même manière. Et je pense que peut-être qu'on peut mettre un peu plus de gravité derrière ces termes et appeler de nos voeux que ces documents ne restent pas au fond d'un tiroir, mais que ces documents et ces réflexions soient vraiment suivis d'effets. J'ajoute un autre point. Encore une fois, dans le domaine international comme dans le domaine régional et local, on a beaucoup parlé de coopération, mais enfin, on se rend compte quand même que oui, la coopération est importante, mais il faut pour pouvoir coopérer, il faut disposer d'une certaine autonomie de décision, de certaines réserves,
on revient toujours à cette même problématique. Si vous n'avez rien à proposer et si vous n'avez rien à offrir, alors évidemment, vous serez probablement servi parmi les derniers. Si par contre, vous souhaitez coopérer, mais vous avez quelque chose à offrir, ça ne veut pas dire que vous allez résoudre les problèmes de tous les autres autour de la table, mais je crois que cette coopération, il faut véritablement voir ça comme un échange et pas uniquement comme un certain nombre de pays qui donnent des leçons à tous les autres. Je crois que ça, c'est quelque chose qui peut peut-être orienter certaines réflexions à partir de maintenant. Il me reste à vous remercier toutes et toutes pour votre attention et puis bien sûr me réjouir de poursuivre ces discussions. J'ai beaucoup appris ce matin, j'espère que vous aussi. Je remercie bien sûr Caroline Varin qui n'a pas économisé sa peine et ses efforts et son temps pour vous synthétiser ces informations et puis pour faire appel aussi à des compétences riches et variées. Je remercie bien sûr Grégoire Chamba qui pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, et puis le CHPM et les différents partenaires, Professors Without Borders notamment, qui, je pense, nous permettent d'enrichir la discussion et puis de vous offrir ces quelques réflexions. J'espère que vous avez peut-être gagné en certitude d'un côté et puis peut-être que vous avez posé de nouvelles questions de l'autre, et je me réjouis donc de vous revoir pour nous poser de nouvelles questions et puis avancer dans nos discussions. Merci infiniment et à très bientôt.